Chers amis du Cercle Aristote, bonjour! Voilà, vous avez vu, le décor a un peu évolué et il va évoluer encore vu que nos studios changent de crèmerie. Donc, Ah, d'ici quelques jours, la bibliothèque a disparu et d'ici quelques jours, elle reviendra, mais ailleurs, voilà. Donc, je dis ça pour les petits malins qui vont certainement nous faire voir qu'ils n'ont pas de problème oculaire dans les commentaires. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez, que beaucoup vous appréciez, qui est Jean-Frédéric Poisson, le patron de VIA, ancien député. Jean-Frédéric, bonjour. bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous et merci de votre invitation. Alors, je vous invite parce que vous m'avez signalé quelque chose qui m'est apparu d'un grand guignolesque et que je ne vois pas tellement commenter. Euh, a priori, Monsieur Mélenchon qui a toujours, une proximité certaine avec des dossiers religieux, hein, mais, hein, eh bien, il demande des comptes aux pro-vie, il commande des comptes aux catholiques, c'est-à-dire, hein, voilà, qui vous paye? Je ne suis pas certain qu'il supporterait qu'on le fasse avec l'imam du coin, mais racontez-nous ça parce que, si vous voulez, ça nous remet plus d'un siècle en arrière, enfin c'est Oui, la différence avec ce qui s'est passé il y a un peu plus d'un siècle, 119 ans, si je comprends bien votre référence, euh, c'est qu'à l'époque, au moins, c'était clair. C'était pas sournois, c'était frontal, c'était brutal, c'était même violent. Je suis pas sûr que les chaînes d'information diffuseraient aujourd'hui en direct la manière dont un certain nombre de congrégations ont été expulsées de leur monastère ou de leur paroisse, mais passons. Effectivement, le groupe LFI à l'Assemblée nationale a décidé de déposer une résolution pour créer une commission d'enquête sur, je cite, la structuration, les modes de fonctionnement, les modalités de financement, les partenariats de tous les mouvements pro-vie et pro-famille. Alors, ça nécessite quelques explications peut-être. Euh, Premièrement, qu'est-ce qu'une commission d'enquête? C'est une disposition qui date des ordonnances de 1958 et qui prévoit que les parlementaires, députés ou sénateurs, peuvent se saisir d'un sujet pour investiguer avec des pouvoirs à caractère judiciaire la question de leur choix, à la seule condition que cette question ne fasse pas déjà l'objet d'enquêtes judiciaires ou de procédures judiciaires en cours. Alors, par exemple, moi, j'ai présidé une commission d'enquête quand j'étais député sur les moyens de Daesh et la manière dont Daesh recueillait ses financements, ses réseaux, recrutait, etc., etc. Il y a eu des commissions d'enquête sur, je ne sais pas, moi, par exemple, les cabinets de conseil et l'utilisation de McKinsey par les gouvernements successifs de Macron. C'était la commission d'enquête au Sénat. Il y a une commission d'enquête récemment, pilotée par Étienne Blanc au Sénat aussi, sur le trafic de drogue en France. Bref, ce sont des sujets qui sont euh, là, on est sur des sujets, sérieux. Enfin, si vous voulez, oui, oui, si vous voulez, on est sur des sujets très sérieux. le jour, où il y aura autant de Provis qu'il y a de camés trafiquants de drogue, si vous voulez, bon, La France sera différente. la France sera différente, c'est sûr, oui. La France sera différente. Euh, pour terminer sur une commission d'enquête, il y a donc 30 parlementaires qui sont représentés à l'image de la représentation globale de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il est d'usage que ceux qui demandent cette commission d'enquête soit la président, soit occupent le poste de rapporteur, et que, comment dire, la pluralité de l'Assemblée soit présente dans cette commission. Le point important, c'est que le rapporteur d'une commission d'enquête a tout pouvoir d'enquêter sur pièce et sur place. Le président convoque à des entretiens les gens qui viennent poser dans la commission. Les personnes qui sont convoquées n'ont pas le droit de ne pas déférer à la convocation, sinon les gendarmes vont les chercher. Les personnes qui déposent devant une commission d'enquête le font sous serment, et s'ils sont convaincus de faux témoignages ou de fausses dépositions ou de mensonges, ils sont susceptibles de poursuites pénales. Et j'ajoute que, comment dire, le rapporteur donc peut se déplacer où il veut et demander à qui il veut n'importe quoi, tous éléments matériels qui sont susceptibles de nourrir l'investigation qu'il est en train de conduire. Donc ça, c'est pour le cadre juridique.
Maintenant, pourquoi est-ce qu'on embête les pro-vie? Alors, on est d'accord avec les pro-vie et les pro-famille ou on n'est pas d'accord, et on a parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Qui est visé? Tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, remis en cause des avancées dites sociétales de ces dernières années, c'est-à-dire le mariage pour tous, la PMA, la GPA, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, etc., etc. Il y a effectivement beaucoup de mouvements qui sont d'ailleurs cités dans la résolution de commission d'enquête, Alliance Vita, la Manif pour tous devenue syndicat de la famille, et sont également cités ceux qui sont considérés comme les principaux soutiens de ces mouvements, c'est-à-dire les deux financiers que sont Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin. Il y en a probablement d'autres, et ces mouvements, par ailleurs, comme nous tous, vivent du soutien de leurs donateurs et de leurs adhérents, et la plupart du temps d'ailleurs sans aucune espèce de subvention publique. Alors quel est le péché de ces mouvements? Il est très simple. D'après le texte de la résolution, ces mouvements, de par leur existence même et leur action militante, remettent en cause les droits fondamentaux des femmes, et ça c'est interdit. Mais surtout, il est probable que, dans une perspective tout à fait révolutionnaire, qui est celle des filles très clairement, l'existence même de ces mouvements est la marque que la révolution n'a pas abouti. Puisque si la révolution avait abouti, eh bien ces mouvements auraient disparu, bien entendu. Et le triomphe des idées que portent les filles et les autres, et tous les mouvements féministes radicaux, auraient eu raison, une fois pour toutes, de ces mouvements-là. Donc en fait, c'est une commission d'enquête qui est destinée à pénaliser ou criminaliser quelque chose qui est une opinion. On a parfaitement le droit d'être opposé à la GPA, à la PMA, même au mariage pour tous, bien quand même c'est dans la loi, et on a le droit d'être opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, quand bien même elle y est inscrite, de la même manière que vous avez le droit d'être contre le quinquennat, alors même que le quinquennat, ceux qui veulent y porter atteinte, de mon point de vue, outrepassent à la fois leurs prérogatives de parlementaires et détournent en fait la procédure des commissions d'enquête. Alors, si vous voulez, ben, à un moment, il n'y a aucune, Jean-Frédéric, il n'y a aucune limite d'opportunité donnée par les chambres. Enfin, si vous voulez, moi, si vous voulez, je suis pas le pro je n'ai pas une affection sans borne pour le régime parlementaire. Ça Bon, m'avait pas échappé. c'est le néanmoins, les parlementaires français, ils prennent, leur rôle à cœur et certains le tiennent à cœur ou l'ont tenu à cœur. Ça a été votre cas, vous étiez en commission des lois et vous avez fait, un travail de défense des libertés publiques, d'ailleurs avec je crois avec monsieur Urvoas, si mes souvenirs sont bons. Absolument. Et si vous voulez, il y a des gens qui font quand même du vrai travail dans l'Assemblée nationale. Bon, Absolument. sur 577, c'est peut-être pas la totalité du cheptel, mais ça fait, quand même enfin, il n'y a pas quelqu'un à la présidence ou à la questure qui peut leur dire: «Écoutez, on verra ça dans un autre moment». Heu, on n'a pas que ça à foutre. Peut-être un petit point d'histoire constitutionnelle et de règlement parlementaire, si nos auditeurs le veulent bien. En 2008, nous avons révisé la Constitution et le règlement de l'Assemblée nationale. Mmh. Sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui le souhaitait, un des objectifs de ces deux révisions, c'était de renforcer les pouvoirs du Parlement par rapport au pouvoir exécutif. Cette révision constitutionnelle a été adoptée, vous vous en souvenez, dans la douleur, puisqu'il a fallu le soutien in extremis de M. Jacques Lang pour faire en sorte que les 60% des membres du Congrès réunis à Versailles puissent adopter cette révision, et ça s'est fait vraiment à une de voix. Dans cette révision constitutionnelle, qui s'accompagnait d'une révision du règlement de l'Assemblée, il a été inscrit que tous les groupes politiques avaient le droit, une fois par an, de constituer une commission d'enquête et que ce droit ne pouvait leur être refusé. Autrement dit, un groupe politique choisit une fois par an, c'est pas tout à fait une fois par an, c'est une fois par session parlementaire. Une fois par session parlementaire, le groupe politique choisit le sujet de son choix pour investiguer avec les pouvoirs d'une commission d'enquête et faire en sorte que viennent sur la table des sujets qui sont la plupart du temps importants, mais qui, de temps en temps, peuvent également être un peu futiles. C'est le cas de celui-ci. Enfin, ce serait futile si ça n'était pas dangereux, j'y reviendrai. Et donc, ce droit de tirage, il est garanti à tous les groupes, et je le redis, la seule limite, c'est que le sujet dont il s'agit ne fasse pas déjà l'objet d'une enquête judiciaire. Un exemple précis, mon excellent collègue Georges Fenech, avec
Sébastien Pietrasanta, au collègue socialiste de l'époque, avait piloté une commission d'enquête qui portait sur la manière dont la chaîne de commandement avait fonctionné au moment des attentats du Bataclan. Alors, c'est là que la précision est importante. Évidemment que les enquêtes du Bataclan faisaient l'objet de tas de procédures judiciaires, qui ont d'ailleurs abouti à des procès euh, retentissants. Mais la manière dont la chaîne de commandement avait fonctionné, elle, évidemment, ne faisait pas l'objet d'une enquête pénale ni de quelque instruction judiciaire que ce soit. Donc, les parlementaires ont utilisé ces moyens pour comprendre la manière dont l'État a fonctionné ou n'a pas fonctionné au moment de ces attentats. Et là, on est dans le droit plein et entier du Parlement à comprendre la manière dont l'exécutif fonctionne, à contrôler l'action de l'exécutif et à faire en sorte qu'il puisse préconiser tel ou tel type de solution. De la même façon, le Sénat et l'Assemblée nationale, d'ailleurs, de la même manière, avaient, à la suite de la célèbre affaire Benalla, constitué chacun de son côté, Assemblée et Sénat, une commission d'enquête pour comprendre quels avaient été les dysfonctionnements au plus haut de l'appareil d'État, c'est-à-dire au cœur même de l'Élysée, pour faire en sorte que quelqu'un qui n'avait aucune qualification, aucun grade, aucun motif à être sur une manifestation, avait arboré un brassard de police et tapé sur les manifestants. Euh, vous vous en souvenez, l'Assemblée nationale avait interrompu ses travaux puisque la présidente de l'Assemblée ne voulait pas convoquer le secrétaire général de l'Élysée devant sa commission d'enquête, alors que le Sénat, lui, l'avait poursuivi. En fait, on est à chaque fois sur des choses qui sont, encore une fois, importantes, et ça n'est pas banal, mais la seule limite, c'est l'existence de procédures judiciaires sur l'objet même de la commission. Par exemple, vous ne pourriez pas aujourd'hui monter une commission d'enquête sur l'assassinat tragique et barbare de la petite Philippine, puisque là, pour le coup, on est en plein milieu d'une procédure judiciaire et il n'y a pas de motif que le Parlement se saisisse de cela, puisque la justice est en train de faire son travail d'investigation. De la même manière, avec Jean-Jacques Urvoas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avions constitué la commission des lois en commission d'enquête pour contrôler la manière dont l'État mettait en œuvre l'état d'urgence. Donc nous n'étions pas sur la manière dont ceux qui étaient assignés à résidence, perquisitionnés, etc., étaient traités, puisque ça, c'était le problème de la justice, et nous étions, nous, sur le fonctionnement interne de l'État. Donc non, il n'y a pas de limite à cela, sinon une fois par session et, en fonction du fait qu'il n'y ait pas de procédure judiciaire en cours. Là où vous avez toutefois raison, c'est que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui décide de la recevabilité d'une résolution de commission d'enquête. Cette recevabilité, je viens de vous le dire, elle est inconditionnelle à partir du moment où la résolution répond aux critères que je viens de dire. C'est-à-dire pas de procédure judiciaire en cours. Toutefois, imaginons que euh, le groupe LFI donc, a utilisé son droit de tirage pour cette commission, donc il ne pourra pas l'utiliser à nouveau et on ne pourra pas lui donner plein droit d'une seconde commission d'enquête. Mais le bureau de l'Assemblée nationale, lui aussi, a toute latitude pour constituer des commissions d'enquête qui n'émaneraient pas forcément d'un groupe. Et à ce moment-là, c'est le bureau de l'Assemblée qui décide s'il y a lieu de créer une commission d'enquête ou non. Là, on n'est plus dans le droit de tirage, on est vraiment dans le fonctionnement interne du Parlement. Or, mon cher Pierre-Yves, vous aurez remarqué sans doute, et nos auditeurs aussi, que c'est le nouveau Front populaire qui est majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale désormais. Mmh. Mystérieusement, car il ne représente, vous le savez, qu'un tiers de l'Assemblée, mais il a 12 sièges sur 22, c'est-à-dire qu'il a 2 sièges d'avance, et il est majoritaire au sein du bureau. Pourquoi? Parce que, il y a deux motifs. Le premier motif, c'est que les macronistes étaient absents au moment du vote, il devait être 3 heures du matin, ils étaient partis se coucher au moment où il s'est agi d'élire les deux derniers. Et le deuxième, c'est que le Rassemblement national a voté pour effectivement la présence de ces deux personnes, de deux représentants des LFI supplémentaires au sein du bureau, ce qui a fait basculer la majorité de la droite et du centre, disons les choses de manière tranquille, vers la gauche. Autrement dit, il pourra maintenant se faire que d'autres commissions d'enquête pilotées par la gauche voient le jour avec l'assentiment de la majorité du bureau de l'Assemblée. Alors, là maintenant, arrivons sur les questions de fond. Donc, bon, si vous voulez, pour vous, Jean-Frédéric, qu'est-ce qui motive, cette perte de temps et d'argent public? Je le dis sincèrement parce que c'est comme ça que je le prends. Pour une raison qui est très simple, il n'y a jamais eu de traces concrètes, par exemple d'un financement étranger, pour être très clair, de liens financiers des milieux pro-vie américains, que c'est les milieux pro-vie les plus puissants au monde, vers la France. Il n'y a jamais eu de choses concrètes et sérieuses, et que mis à part
une énième tentative d'intimidation de la part sur Monsieur Sterrin ou Monsieur Bolloré, qui ne sont pas à leur première tentative d'intimidation par la LFI et ses subordonnés. Je ne, enfin, si vous voulez, pour vous, ça mène à quoi? Surtout que Ah bah, ça ne vise que les pro-vie, je parle sous votre contrôle, catholiques. Il y a aussi des pro-vie dans les confessions minoritaires. oui, il y en a, ils sont moins actifs et ils sont assez peu constitués, comment dire, de manière associative. Euh, mais la plupart du temps, oui, ce sont des mouvements qui sont animés par des chrétiens, même s'ils sont des mouvements aconfessionnels pour la totalité d'entre eux. Deux réponses à votre question, à votre remarque. Premièrement, ces mouvements pro-vie ont parfaitement le droit d'être financés par des apports étrangers. Ce sont des associations de loi de 1901 et personne n'interdit à une association de loi de 1901 d'être financée par n'importe qui, que ce soit en France, à l'étranger ou ailleurs. Il y a pas de limite légale à cela. Les partis politiques n'ont pas le droit, mais les associations ont parfaitement le droit. Or, les organisations visées ici sont des associations et non pas des partis politiques. Premier élément. Deuxième élément, euh, la réponse se tient dans les pouvoirs du rapporteur de la commission d'enquête que j'évoquais tout à l'heure. Le rapporteur de la commission peut se déplacer dans les locaux de n'importe quelle association, exiger qu'on lui communique les comptes, les listes d'adhérents, les listings, comment dire, des reçus fiscaux, les comptes bancaires, je ne sais pas, moi, les mails internes, etc. C'est-à-dire qu'il a le droit d'exiger qu'on lui communique l'intégralité de ses pièces. Et donc, à terme, que va-t-il se passer? Eh bien, vont se retrouver, si jamais les choses se passent ainsi, mais si le rapporteur ne fait pas ça, je ne vois pas à quoi sert la commission d'enquête, sinon à occuper le terrain et à faire du théâtre. Donc on pourrait très bien arriver dans la situation où chacun de ces mouvements se verrait contraint et forcé de communiquer au rapporteur de la commission d'enquête toutes les pièces qui constituent le cœur nucléaire de son action, de sa solidité, de sa pérennité, de ses soutiens. Euh, ce qui constituerait, de mon point de vue en tout cas, quelque chose de très grave, eu égard à deux sujets qui nous sont chers au cercle Aristote comme chez Villa et ailleurs, et que nous avons ensemble défendu au moment de la campagne européenne, c'est-à-dire premièrement le respect de la vie privée, c'est-à-dire la privauté qui vous permet de soutenir qui vous voulez, comme vous voulez, à partir du moment où vous ne le faites pas d'une manière que la loi interdit, et deuxièmement, une capacité pour nos adversaires les plus radicaux, les plus déterminés et les moins respectueux, de disposer d'informations tout à fait stratégiques sur tout un milieu qu'ils veulent éradiquer purement et simplement, c'est très clair. Autre question procédurale, cher Jean-Frédéric. Admettons, parce que, si vous voulez, dans tous les parlementaires qui ont demandé cette saisie, ces parlementaires vont siéger, Un certain nombre d'entre eux, oui. un certain nombre d'entre eux. Donc, si Oui. vous voulez, parmi eux, nous avons des gens, Tous ceux si que vous vous voulez, aimez. oui, si vous voulez, je me rappelle jamais son nom, vous savez, celle qui ressemble à la version, disons, verticalement concentrée de Carrie au bal du diable, et celle qui disait que Jean-Marie Le Pen, quand elle était petite, vivait sous son lit et qu'elle en avait peur. Ça, je Vous vois savez, pas qui. celle qui avait fait un truc sur les réseaux sociaux avec son staff parlementaire en disant qu'elle allait chasser les fachos, enfin tout ça, tout ça. Vous savez, la toute petite qui a l'air, disons, un peu recalée. Monsieur Caron, j'imagine. Enfin, Bien sûr, bon, oui, oui, ah ben, très bien. Bon, tous bon. les parlementaires du groupe LFI ont signé cette résolution, sans Ah exception. oui, donc, Tous. si vous voulez, Et ce sont les seuls. oui, très bien. C'est le seul groupe à Monsieur, l'avoir signé. le Marseillais agrégé de grammaire, enfin, tout ça, tout ça. Bon, très bien. C'est absolument, tout le monde dit ça. Donc, si vous voulez, ça va être sympa comme tout. Euh, Est-ce qu'il y a un recours juridique possible pour les associations qui sont visées, vu que c'est un acte d'intimidation? Il y a donc un critère aussi de détournement, de détournement de procédure. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais vous donner un exemple qui, moi, pour moi, apparaît sous le sens. Je, je ne serais pas surpris que par un pur hasard, une partie des pièces qui auront été, disons, communiquées, se retrouvent par le plus grand des hasards sur certains sites de la gauche radicale, et avec des problèmes sociaux, politiques et sécuritaires
pour les gens qui y seront? Est-ce que ces gens ont, vis-à-vis de la commission d'enquête, un recours juridictionnel possible? Il y a deux choses. La première, c'est que dans l'ordonnance de 1958, une disposition prévoit que toute personne membre d'une commission d'enquête qui aurait recueilli des éléments dans le cadre de cette commission et qui les diffuserait dans les 25 ans qui suivent le dépôt du rapport de la commission d'enquête est passible de poursuite pénale. Donc les données qui sont communiquées à la commission, en particulier au rapporteur, sont placées sous le sceau de la confidentialité, en théorie, pendant 25 ans. Mmh. C'est ce qui est écrit dans l'ordonnance de Mmh. 5 ans. Maintenant, je crois pouvoir dire de manière tout à fait sérieuse que il y aurait des rapporteurs dans lesquels je peux avoir confiance sur leur capacité à conserver comme confidentiels des éléments qui leur seront communiqués, et puis il y a des rapporteurs dans lesquels je n'ai pas confiance. Pour une raison simple, en qui ai-je confiance? J'ai confiance dans les rapporteurs pour lesquels les institutions ont du sens, qui comprennent ce qu'ils font quand ils président ou qu'ils rapportent dans une commission d'enquête, qui comprennent que à partir du moment où il y a la moindre transgression des prérogatives du Parlement sur ces commissions, en fait, on détruit la possibilité même du Parlement à terme de contrôler l'action du gouvernement. Or, c'est un élément très important de notre fonctionnement institutionnel. Euh, et j'ai confiance dans les gens qui considèrent que en politique, tout n'est pas permis, précisément parce que la loi ordinaire, la loi organique et la Constitution empêchent de faire un certain nombre de choses. Un homme, ça Mmh. s'empêche, disait un littérateur célèbre. Je sais qu'un certain nombre de responsables politiques font encore partie de cette catégorie. Et puis, de l'autre côté, vous avez les révolutionnaires pour lesquels rien ne compte. C'est pas à vous que je vais préciser que, d'un point de vue strict de la révolution, au sens lénino-trotskiste du terme, les institutions ne comptent pour rien. Elles ne sont qu'une espèce de, Mmh. comment dire, Bien sûr, d'habillage temporaire de la réaction, et donc il faut s'en débarrasser, bien peu sûr. importe qu'on ne les respecte pas. Particulièrement dans la version, croquignolesque et rose bonbon, parce que si vous voulez, si vous voulez, on peut faire tous les procès, qu'on veut à 1789, mais c'était la Révolution a été moins féministe qu'une partie de l'Ancien Régime ne l'a été, historiquement parlant. C'est Donc exact. hem, si vous voulez interdire les pro-vie au nom de l'idéologie de 1789 me fait doucement marrer. Oui, Mais bon, on n'est pas au 1er problème intellectuel près, c'est ça. mais si vous voulez, c'est Donc, pour finir de répondre à votre question, la probabilité que des données confidentielles et privées mmh, recueillies par la commission d'enquête au sein des organisations qui sont visées se retrouvent dans l'espace public d'une manière ou d'une autre est très élevée. Très, ouais. très élevée. Ah oui, C'est très élevée. le c'est parce que on Parce que nous avons affaire à des gens qui sont prêts à tout simplement. totalement, surtout que, soyons clairs, cette commission d'enquête, sauf si c'est de démontrer une fois pour toutes que messieurs Sterrin et Bolloré sont catholiques, si vous voulez, ça fait beaucoup d'argent public pour quelque chose dont le grand public se contrefiche, 2, n'importe qui pourrait, par une lecture de certains journaux tout à fait officiels, avoir la réponse à cette question. Donc, si vous voulez, si c'est eux qu'il s'agit d'intimider, je suis pas certain, je pense que ce sont 2 hommes qui ont plus de surface que ça. Probablement. Donc si vous voulez, si vous voulez, là, c'est plus à l'homme politique, là, que je parle plus qu'aux parlementaires. Soyons assez clairs vis-à-vis de notre auditoire. Est-ce que le but est de fragiliser toute une partie disons d'un milieu catholique, pro-vie, qui est quand même un milieu très indolent en termes de sécurité, de concorde publique, enfin, si vous voulez, des religions à problème, si c'est vraiment ça qui intéresse, je peux vous en trouver. Oui, Mais il y en a. le, mais surtout, est-ce que tout simplement, là, on voit que LFI a perdu certains de ses derniers bastions, particulièrement dans la fonction publique. Est-ce que finalement, ce n'est pas juste de créer une menace artificielle sur les femmes pour garder un des derniers électorats captifs de la gauche? Alors, ça, ce serait stratégiquement, comment dire, très, très éloigné, parce que très franchement, c'est vrai que le monde pro-vie n'a rien de dangereux pour la sécurité publique, c'est peu de le dire.
et le monde pour famille pas davantage, d'ailleurs c'est à peu près le même. Moi je crois qu'il s'agit surtout d'une démarche purement électoraliste, de démontrer que cette gauche-là n'abandonne rien de ses combats passés, comment dire, et continue de désigner des adversaires dont elle a besoin pour vivre. C'est le propre de la dialectique, c'est que la dialectique ne fonctionne que s'il y en a un qui s'oppose à l'autre. Quand vous n'avez plus d'opposants, il n'y a plus de dialectique. Donc il faut bien inventer au fur et à mesure des adversaires, ou à défaut de les inventer, en tout cas leur donner, comment dire, un pouvoir ou les affecter d'un danger qu'en fait ils ne représentent pas. Donc il y a quelque chose qui est de l'alimentation militante basique, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il y a un fond de conviction, malgré tout sincère, de la part de certains d'entre eux, pour ceux qui en ont en tout cas. Et troisièmement, je pense que c'est l'occasion, comment dire, de faire du buzz, encore une fois, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire d'occuper l'espace médiatique en désignant ces affreux méchants, ces pelés, ces galeux nous deviennent tout de mal, comme dit la fable de La Fontaine, de la même manière que dans la fin du XXe siècle, cette gauche a désigné la nation comme le fauteur de tous les maux. Elle s'attaque maintenant à la permanence ou à la persistance des religions, de certaines religions en tout cas, pour expliquer qu'effectivement, De certaines en tout cas, parce que les que maux de la société sont le fait de gens qui sont des réactionnaires purs et durs, donc les chrétiens. Comme si d'ailleurs il n'y avait pas de réactionnaires chez les musulmans, il y en a sans doute davantage, et ils sont un peu plus raides aussi. Les informations sont bonnes, mais oui, c'est mais là pour le coup, la prise de risque est différente, si vous voulez, hein. Il y en a qui ne brûlent pas que des cierges. Donc, c'est vrai. le ultime point, Jean-Frédéric, que conseilleriez-vous? Alors j'imagine, sans entrer dans des contacts, privés que vous pourriez avoir avec, ceux qui vont être visés par ça, d'ailleurs peut-être, d'ailleurs que je ne sais pas, peut-être même que VIA pourrait être visé par cela. Le, Que conseilleriez-vous aux gens qui risquent de subir ce qui s'apparente tout de même beaucoup, en tout cas si l'idée de départ est différente, l'idée d'arrivée y ressemble, à une persécution politique par détournement de procédure parlementaire? Euh, je suis gêné pour répondre à votre question parce que d'abord, les conseillers ne sont pas les payeurs, premièrement, et deuxièmement, euh, la commission d'enquête a été acceptée dans son principe. La commission des affaires sociales va statuer, mais elle statuera en considérant qu'elle est recevable. Elle va être constituée, je pense, dans la dizaine, quinzaine de jours qui vient, et nous verrons comment elle travaillera. Le danger, c'est celui que j'ai dit, c'est-à-dire le fait de devoir communiquer des informations qui sont au cœur du réacteur, qui sont à caractère privé, associatif, et donc qui sont en principe en dehors de toute forme d'investigation. Bon. Euh, cette question de la protection des données privées des militants est une question essentielle. Mmh. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que nous y réfléchissons de notre côté, si jamais Bien sûr, oui, oui. nous étions amenés à comparaître ou à être convoqués devant cette commission d'enquête. Euh, Chaque organisation doit se poser la question de savoir jusqu'où elle est prête à répondre aux injonctions du rapporteur, étant donné que ceux qui ne répondent pas aux injonctions des rapporteurs ou qui ne respectent pas le pouvoir du rapporteur de la commission ou de la commission d'enquête seront probablement signalés au procureur de la République avec assez peu d'effets, parce que quand même la plupart du temps, Monsieur Colère a été convaincu de faux témoignages devant la commission d'enquête du Sénat, il n'y a rien arrivé. Monsieur Salomon, directeur général de la santé, a été pris la main dans le sac de faux en écriture publique, c'est quand même pas rien pour le directeur général de la santé, par la commission d'enquête du Sénat, il est toujours en poste, enfin il était il y a encore pas très longtemps, et ainsi de suite. Si vous voulez, il y a des tas de gens qui ne Oui, respectent pas le pouvoir de la commission, à qui il n'arrive rien. Là, nous sommes dans un contexte un peu plus tendu, avec des enjeux pour les ça associations en dit très long comme euh, phrase. Nous sommes qui dans un sont, contexte plus tendu sur ce dossier-là. bien sûr, oui, c'est Ça en évident. dit très long. C'est évident, avec à la clé, comment dire, comment dire, des dispositions, des facilités, des pouvoirs comment dire, d'action, etc., de ces organisations qui pourraient être mises en danger. C'est ça, je pense, la nasse dans laquelle on veut enfermer ces organisations. Alors, elles sont plus solides et leurs dirigeants ont la plupart du temps un peu de caractère. Enfin, moi qui les connais tous, je peux vous dire que c'est pas des freluquets. Enfin, ils ont pas, voilà, ils continueront de se bagarrer quoi qu'il arrive. Mais enfin, le temps est tout de même extrêmement désagréable. Enfin, il est à l'orage sous tout rapport, on le sait bien. Euh, quand je vois ce genre d'événement, je me demande ce qui serait passé si Madame Castet avait été nommée à ma
opinion par le président Macron et si effectivement la gauche revenant aux affaires, flanquée de cette extrême gauche-là, qui est fasciste en réalité, pour dire les choses de manière tout à fait claire, Mmh. car le fascisme est de gauche, nos auditeurs le savent, vous le savez bien, ça n'est absolument pas douteux. Donc il revit, il renaît, beaucoup plus dangereux que ce qu'on peut dire des gens qui seraient de l'autre côté de l'échiquier politique, ça va sans dire. Là, aujourd'hui, ils ont un pouvoir dont ils usent de manière illimitée, ou en tout cas dans un irrespect total de l'esprit des institutions, à défaut de la lettre. Et donc, nous réfléchissons, nous, à ce que nous pouvons considérer comme des limites légitimes, comment dire, à poser au rapporteur des limites à son action et à ses demandes. Et je crois que la préservation de l'intégrité de nos mouvements est aussi à ce prix. Ultime point, il n'y a aucun moyen, imaginons, quand un rapporteur de commission d'enquête se comporte comme un, disons, un Fouquier-Tinville de bistrot, parce que là maintenant il n'y a plus que des Fouquier-Tinville de bistrot, la commission ne peut pas d'elle-même, par je ne sais pas, un vote à majorité qualifiée, peu importe, ou ne peut pas, disons, surveiller son propre rapporteur. Le président conserve, c'est lui qui signe les convocations, Mmh. il assure la police des travaux de la commission, il préside les séances, mais il ne peut pas entraver les pouvoirs du rapporteur pendant que la commission d'enquête dure, c'est-à-dire pendant les 6 mois qui suivent sa création. Après, il peut se faire que le rapport de la commission d'enquête ne soit pas publié. C'est arrivé, il y a au moins un précédent. Mon excellent collègue Nicolas Perruchot, qui était député de l'UDF à l'époque, avait piloté un rapport parlementaire sur le financement des organisations syndicales. Ça, c'était en 2009 de mémoire ou 2010, quelque chose comme ça, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Le rapport n'avait jamais été publié parce que on considérait qu'il était un peu, comment dit-on ça, un peu flamboyant, ça risquait un peu de mettre le feu à la plaine, pour dire les choses de manière triviale. Mmh. Donc, il n'avait pas été publié. Ça peut arriver. Il suffit que majoritairement, les députés qui siègent au sein de cette commission d'enquête refusent que le rapport soit publié. Néanmoins, pour arriver à la publication du rapport, les 6 mois du travail de la commission sont écoulés. Le rapport est écrit, et le rapporteur, lui, est allé investiguer, et personne ne peut, pendant la durée de sa mission, entraver ses pouvoirs d'investigation. Même pas le président, qui n'a pas cette prérogative. L'esprit de l'institution, ça se comprend. L'esprit des institutions est tel que elles sont faites pour des gens sensés, comme je le disais tout à l'heure, ces institutions pour des gens respectueux, qui ont conscience de la responsabilité qui est la leur et du devoir qui est le leur, et donc qui doivent eux-mêmes comprendre qu'il y a des Oui, limites à l'exercice de ce bien sûr. pouvoir et que, comme disait, La 5e République est un régime adulte fait pour des adultes. c'est tout Donc, à fait ça. C'est le slogan, je crois, du fabricant de pneus Pirelli il y a quelques années, qui était un magnifique slogan qui fera un super sujet de philosophie politique, chers collègues enseignants. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. mmh. Vous avez 4 heures. Euh, voilà. Là, nous sommes dans cet esprit-là. Et là, nous sommes dans des gens qui n'ont pas de contention, qui n'ont pas de maîtrise, qui n'ont pas conscience des limites que, comment dire, leur pouvoir leur impose d'une certaine manière. C'est une forme de toute puissance qui veut s'exercer et à laquelle les organisations auxquelles je pense, et dont certaines d'entre elles que je connais très bien, y compris pour y avoir participé de près, doivent se poser des questions, très clairement. Cher Jean-Frédéric, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas, à nous tenir informés de ce sujet parce que, si vous voulez, c'est voilà, c'est puis bon, je le dis et pourtant je ne suis pas concerné, à titre personnel, pour, si vous voulez, enfin, si vous voulez taper sur les cathos, c'est lâche. Je le dis non, mais je le dis autant que je le pense. Si vous voulez en plus, bon, de demander à des gens, dont l'un des textes saints dit croissez, multipliez, de jeter la notion de vie, bon, si vous voulez, et tu choisiras la vie, c'est dans le judaïsme. Dans l'islam, c'est encore plus raide. Dans certaines confessions minoritaires, dont une à laquelle j'appartiens, si vous voulez,
la vie est quelque chose qui est évident. Donc si vous voulez, on théorise même pas parce qu'elle est la base du travail. Donc si vous voulez, taper sur les croyants catholiques, si vous voulez, bon, c voilà, c'est assez lâche. Oh, C'est de très mauvais goût. Voilà. ça, je suis d'accord avec vous, et vous faisiez référence à cette très belle phrase qu'on trouve dans Deutéronome. Je mets devant tes yeux d'Yahvé la vie et la mort, choisis la vie. Mmh. C'est un très bel objet de méditation, de fait. Là, je crois que c'est pas tant en tant que c'est pas tant la foi qui est portée par les militants de ces organisations qui est en cause, puisque je répète, toutes les organisations qui sont visées sont aconfessionnelles dans leur structure Mmh mh. et sont animées par des gens qui effectivement confessent pour la plupart d'entre eux d'être des chrétiens. Il y a pas mal de protestants et d'orthodoxes par ailleurs aussi, hein, même si Mmh en mh. France ces religions sont minoritaires dans le christianisme, mais ils sont très présents aussi dans ces organisations. C'est l'objet de leur combat qui est visé. Il se trouve que secondairement, ces gens sont de confession chrétienne pour la plupart d'entre eux, dirigeants comme sympathisants d'ailleurs, et militants et soutiens. Mais ça revient au même, vous avez raison. Ça fait partie des choses qui sont Oui, bien sûr, les attaques actuelles contre la religion chrétienne dont on veut oui, bien parce la que le disparition. Mais désolé, je ne vois pas il y a bien des choses qui menacent et ce qui est arrivé à la pauvre petite, Philippine, nous l'a rappelé. Il y a bien des choses qui menacent la condition des femmes, en France, ça c'est certain. Je ne suis pas certain que les mouvements pro-vie en fassent partie. non, Voilà. c'est non, non, mais c'est là qu'on voit que vous êtes un affreux réactionnaire, mon cher Pierre-Yves, comme moi. Oui, 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 je voulais on me l'a souvent dit, ouais, on me l'a souvent dit. Ça fait partie des plus belles biographies existant du personnage, dont celle, publiée par Conspiracy Watch et consorts, mes Ah, très biographes bien. attitrés. Donc voilà. Merci cher Jean-Frédéric, je vous dis à Merci beaucoup, à très bientôt. bientôt. Bonsoir à tous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.